Gauche ou arrière droit, j'étais latéral et ensuite j'ai été repositionné plutôt dans l'axe central. Il avait reçu des cassettes vidéo de Franck Ribéry qui jouait alors à Brest. Et il m'avait convoqué dans le bureau, je me rappelle avec sa lampe, il était dans le noir et il me dit « Borby, regarde, j'ai trouvé un joueur exceptionnel, Franck Ribéry. » Timide, je crois que Franck il connaît pas du tout ce mot, comment enfermer les joueurs dans le sauna. Je lui ai appris quelques bêtises aussi. Avant que Sylvain arrive, Viltord, et en 3-4 matchs, on joue quasiment sans attaquant. On a été voir Hélène Schrub et qui a tout de suite approuvé le projet en accord évidemment avec le président. Oui, il avait marqué un but, ouais. Pied droit, frappe, lucarne. Thibaut, qu'on appelle dans le milieu le grand attaquant. Mes 4 années à Thionville, j'ai adoré. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans les locaux de Villeman Jazalu et je remercie Stéphane Jaskowiak pour nous accueillir dans ces locaux, dans cette nouvelle interview avec une légende du FC Metz, monsieur Stéphane Borbiconi. Salut Hugo, ça va très bien Hugo, merci de m'accueillir dans vos locaux. En tout cas, merci d'être là, merci, ça me fait vraiment plaisir de faire cette interview avec toi. Donc on va un petit peu tout retracer, ta carrière, tes actualités. Donc la première question, c'est avant d'intégrer le centre de formation du FC Metz, tu es passé par des clubs comme Autange ou Thionville FC. Quels souvenirs tu gardes de tes débuts là-bas et comment s'est faite la transition vers un club professionnel ? Bah forcément de très bons souvenirs puisque c'est là où j'ai commencé à la RSO Autange, là où j'habitais avec mes parents et puis ensuite je suis allé au FC Thionville. Naturellement, c'était un peu le club qui a le meilleur niveau dans les environs d'Autange. J'ai intégré la section sport-études aussi au collège Charlemagne en 4e et avec Emmanuel Gaspard et Marc Maraciolo. Et puis et ensuite j'ai passé les tests, si tu veux, la suite logique c'est de passer les tests pour intégrer le lycée Robert Schumann à Metz en sport-études. Donc j'ai réussi les tests et puis à l'époque le coach c'était René Mourat. Donc j'ai fait 3 ans à Schumann et j'ai intégré en parallèle le FC Metz. Donc pour moi c'était naturel parce que j'avais tous mes potes de lycée qui jouaient à Metz, beaucoup d'entre eux en tout cas, beaucoup de moins de 17 ans, beaucoup de joueurs qui jouaient alors en réserve. À l'époque il y avait aussi la division d'honneur. Et puis j'ai intégré le centre de formation du FC Metz, boulevard Saint-Symphorien, où il est encore actuellement. Et puis avec Francis de Tadeo en tant que coach et responsable du centre de formation. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai suivi un petit peu les traces de mon frangin qui jouait aussi à Autange, qui avait intégré le FC Thionville, qui est mon aîné, qui est plus grand que moi, de 6 ans, et qui lui, par contre, a été formé à Nancy. Moi, j'ai fait le choix de Metz parce que c'était le choix du cœur et on est supporter dans la famille du FC Metz depuis tout petit. Et le PIO et notamment Autange et Thionville et cœur Grenat évidemment. Donc j'allais à Saint-Symphorien quand j'étais petit et mon rêve c'était de fouler la pelouse de Saint-Symphorien depuis tout petit. Et au FC Autange et à Thionville, tu étais déjà défenseur central ou tu avais un autre poste? À la RS Autange, il n'y avait pas vraiment de poste parce qu'on était, c'était avant U13, donc on était sur moitié de terrain. J'étais milieu de terrain plutôt offensif et après, au fur et à mesure, j'ai reculé. Hein. C'est des choix d'entraîneur ou c'est toi qui t'es dit je vais me tester plutôt défenseur central? Un petit peu les deux. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas fini la croissance, donc on grandit. Il y a des prédispositions aussi athlétiques et physiques qui m'amenaient plutôt à être défenseur, plutôt qu'attaquant. Donc et puis ça me plaisait. Moi, j'adorais l'état d'esprit défensif, la générosité sur le terrain, aider les coéquipiers, une dimension aussi plutôt collective plus qu'individuelle. Et donc je m'y retrouvais en tant que défenseur, piloter un petit peu la défense, insuffler une envie de gagner les matchs. Et donc c'est naturellement que je me suis retrouvé un petit peu
dans le secteur défensif, plus sur un côté. Mon premier match en pro à Bastia, c'était arrière gauche. D'accord. Et puis arrière gauche ou arrière droit, j'étais latéral et ensuite j'ai été repositionné plutôt dans l'axe central. Ok. Ensuite, j'avais une deuxième question. Lors de ta première période à Metz, tu as pu côtoyer aussi des joueurs comme Adebayor, comme Franck Ribéry, Mamadou Niang ou encore Sylvain Castendutch. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué, que ce soit collectivement ou individuellement avec ces joueurs, ou je veux dire avec tous les autres joueurs avec qui tu as pu jouer dans ta première période à Metz? Bon, il y avait plein de moments, Hugo. Évidemment, quand il y a Franck Ribéry qui arrive au club et les premiers entraînements, on a tout de suite vu que c'était un joueur, comme disent les Italiens, fuori classe, et c'est vraiment de classe internationale. Et je me souviens, Jean Fernandez, on était maintenu déjà en Ligue 1 et on va pour le dernier match à Ajaccio. Et il avait reçu des cassettes vidéo de Franck Ribéry, qui jouait alors à Brest. Et c'était un match de coupe face à Nantes. Et il m'avait convoqué dans le bureau. Je me rappelle avec sa lampe, il était dans le noir. Et il me dit, Borby, regarde, j'ai trouvé un joueur exceptionnel, Franck Ribéry. Et effectivement, ils avaient perdu ce match, je crois, en coupe. Mais on voyait déjà un petit condensé de ses qualités d'accélération, de dribble, pied droit, pied gauche. Et du coup, Jean Fernandez m'avait dit, je l'ai fait venir avec sa compagne, et nous on part à Ajaccio, il va revenir, et quand on va revenir, il va signer son contrat. Et après, lors des premiers entraînements, on a tout de suite vu que c'était un très grand joueur, et en plus un mec super sympa en dehors. Ce que j'avais demandé, humainement, il était comment au début? Il était plutôt timide ou direct il a montré Alors, timide, je crois que Franck, il connaît pas du tout ce mot. Ouais. Non, il est on aurait dit qu'il était au club depuis 10 ans. Il a tout de suite trouvé ses marques. Il faisait déjà quelques bêtises, comme on a pu le voir ensuite au Bayern, comme enfermer les joueurs dans le sauna. Je lui ai appris quelques bêtises aussi qu'il a reproduites. Et non, un joueur super sympa. Et surtout très 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 bon sur le terrain. Après, c'était une chance de côtoyer Mamadou Niang, qui venait de Troyes, qui jouait pas. Jackie Bonnevet ne le faisait pas trop jouer à Troyes. Ça aussi, c'est des bonnes pioches de Jean Fernandez, qui a été le chercher à Troyes, qui nous a aidé à monter. Il y avait également Manu Adebayor, un talent à l'état brut, des grosses qualités athlétiques, techniques, et beaucoup de joie sur le terrain, qui l'ont emmené à faire embrasser une carrière qu'on connaît tous, du côté de Manchester, Arsenal, Madrid. Donc il a une carrière exceptionnelle. Donc il y a eu de très bons joueurs qui sont passés par le FC Metz. Et après, quand on s'entraîne et qu'on côtoie des joueurs comme ça, forcément on progresse. Donc ça a été un plaisir. Et malheureusement, le goût d'inachevé qui me traverse l'esprit est toujours présent, parce que on n'a pas pu les conserver assez longtemps. Par exemple, la saison 2002-2003, on monte avec Adebayor et Mamadou Niang attaquants. On monte en Ligue 1 et les deux partent, un à Strasbourg, un à Monaco. Donc c'est malheureusement un petit peu l'histoire du club de voir ses meilleurs talents partir, ce que je comprends. On peut pas forcément comme avec Franck aussi, qui part au bout de 6 mois direct à Galatasaray. À Galatasaray, oui. Et bon, il y en a eu d'autres. Je me souviens de Papy Cissé aussi, qui était parti à Newcastle. Et voilà. Bon, après c'est le lot un petit peu des clubs de Ligue 1 un peu plus modestes, comme le FC Metz, qui voit les meilleurs partir. Et si on devait parler de talent pur, vraiment celui qui t'a le plus impressionné, c'est Franck? Talent pur, oui, Franck. Oui, je dirais Franck, parce qu'il avait tout. Il avait les qualités physiques, athlétiques. Il pouvait répéter les courses à haute intensité, une grosse VMA, grosse qualité technique, capacité à éliminer en 1 contre 1. Ribéry, toujours face à Berthaud. Que va-t-il faire cette fois-ci? Franck Ribéry, 1-2 passements de jambes. Il est passé. Et il va inscrire son premier but en Ligue 1. Ribéry, il arrive du National. Il arrive de Brest. On vous disait que ce serait peut-être la révélation de ce début de saison. C'est la révélation de ce début de rencontre. Grâce à lui, le Football Club de Metz mène à 0. Et surtout, beaucoup de générosité. Ça, on l'oublie assez souvent sur les grands joueurs, parce qu'on met en valeur leur qualité, soit athlétique, technique,
mais la générosité. C'est quelqu'un qui montait sur le terrain pour gagner, à l'entraînement pour progresser, et il était tout le temps à fond. Donc c'était un plaisir d'évoluer à ses côtés. C'est pour ça qu'il a été ensuite au Bayern de Munich, à Marseille, parce que il avait ce truc en plus qui lui permettait de progresser, de jamais lâcher et d'être un moteur aussi dans les équipes dans lesquelles il a évolué. Ok. Ensuite, à cette période où on sent que le club, après les belles années 90, commence à être un peu plus irrégulier, tu parlais de goût un peu d'inachevé. Selon toi, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là et quel regard tu portes aussi sur les entraîneurs que tu as pu connaître à cette période? Alors, ce qui a changé, évidemment, c'est la dimension financière des clubs, l'organisation un petit peu des clubs. C'est vrai que Metz, on dit toujours, n'a pas pris le virage en 98 après l'excellente année et le titre de vice-champion de France, où ensuite ça a été plus compliqué de confirmer. Il y a une compétition économique, c'est un écosystème où il y a beaucoup de compétitivité. Il faut trouver des bonnes pioches au niveau des joueurs. Voilà, c'est peut-être moins possible aujourd'hui d'avoir des joueurs comme, par exemple, Verkuis à l'époque, qui étaient internationaux, qui jouaient à Metz, qu'on pouvait récupérer. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont inatteignables au niveau financier. Donc, il faut travailler en amont, il faut des bonnes trouvailles, il faut superviser les joueurs, il faut parfois peut-être miser sur des joueurs moins connus, mais qui ont un potentiel, et essayer de les conserver le plus longtemps. À mon avis, c'est possible, même avec des moyens moindres. On voit aujourd'hui que des équipes comme Brest, comme Angers, comme Le Havre, qui n'ont pas, ou Lorient, qui n'ont pas plus de moyens que le FC Metz, se débrouillent quand même assez bien, parce que ils essaient de conserver les meilleurs joueurs le plus possible et d'améliorer l'équipe d'année en année. On voit bien qu'il y a une stratégie. Alors, c'est compliqué pour eux aussi, évidemment, financièrement, la perte des droits télé, il y a eu le Covid, mais il faut redoubler un petit peu de bonnes trouvailles, et puis au niveau du recrutement, essayer d'anticiper. Plutôt les entraîneurs, après que tu avais côtoyé, à ce moment-là, c'était quel regard tu portes sur eux? Tu as eu Jean Fernandez, tu as eu Joël Muller? J'ai eu Joël Muller, oui. Tu as eu Francis de Tadeo? J'ai eu Francis de Tadeo à la fin. En réserve, et ensuite quand je suis revenu, c'est en 2006, moi je suis parti en Turquie, et j'ai fait une partie de la préparation, peut-être 15 jours, parce que le temps que les deux clubs se mettent d'accord, qu'il y ait les négociations, du transfert, les indemnités de Donc tu as connu Joël Muller et Jean Fernandez, ou il y en a eu un autre? Joël Muller, j'ai fait mes premiers matchs en pro avec Joël Muller. C'est lui qui m'a fait signer 4 ans mon premier contrat pro, et je le remercie d'ailleurs. Et je me souviens, j'étais dans le sauna, je crois avec Greg Leca, avec Sylvain Marchal ou Greg Proman, et on était nous au bout du sauna. Donc au bout de 10 minutes, t'en peux plus, il fait 100 degrés, t'as qu'une envie, c'est de sortir. Et on se lève pour sortir, et le coach rentre, Joël Muller. Et il me dit, non, Borby, reste là. Et du coup... Et il m'annonce une excellente nouvelle, parce qu'il me dit, écoute, on est content de toi, content de ce que tu fais à l'entraînement. J'en ai parlé avec le président, c'était Carlo Molinari à l'époque, et on va te faire signer pro. Donc moi, j'étais un petit peu d'un côté hyper content de ce qu'il m'annonçait, parce que c'était extraordinaire. Et d'un autre côté, j'étais au bout de ma vie, parce que je crois que j'ai dû perdre 4 kilos et je voulais sortir du sauna. Mais au final, c'est un super bon souvenir, et ça m'a permis aussi d'avoir du temps de m'installer et d'enlever une certaine pression, de l'immédiateté de la performance, mais pour progresser, avoir le temps de progresser. Et du coup, j'ai signé 4 ans pro, et j'ai commencé à jouer avec Joël Muller. J'ai eu ensuite Albert Cartier, qui a été très honnête avec moi, parce que je revenais de blessure, et il m'a dit, on était parti en stage de préparation dans les Vosges, et au retour, il m'a dit, écoute Borby, t'es un bon joueur, je crois en toi, mais tu joueras pas beaucoup cette année, parce qu'il y avait Castenduch, il y avait Gaillot, il y avait Pascal Pierre, il y avait Geoffrey Toys, David Régis, donc voilà, il me dit, t'es le plus jeune,
post-formation, donc il vaut mieux que tu sois prêté. J'ai été prêté à Martigues, et ça m'a transformé, parce que j'ai joué en Ligue 2. Justement, c'était ma prochaine question. C'était avec Martigues, donc je Je t'ai rebondis. spoilé, désolé. Non, mais non. Mais justement, tu anticipes sans savoir. Ouais. Lors de la saison 2001-2002, tu es prêté du coup à Martigues et j'allais te demander qu'est-ce que cette expérience t'a apporté. Énormément, parce que si tu veux, quand tu es dans ton club formateur, tant que t'as pas enchaîné les performances en pro, l'équipe première, t'es considéré toujours comme le petit jeune qui doit faire ses preuves, ce qui est tout à fait normal, hein. Et moi, pour cause de blessures, j'avais pas pu m'installer dans Martigues, l'équipe. c'était en Ligue 2. Ligue 2, ouais. Et on avait une super équipe. On avait Anto Drobniak, il y avait Serezzoum, il y avait Tak Alfred, il y avait Rod Fanny, qui a joué ensuite à Marseille. Ouais. Et on avait Eric Schell, qui est sélectionneur du Nigeria. Qui a joué à Valenciennes. À Valenciennes. Et du coup, on avait... je suis parti à Martigues et j'ai fait mon trou. J'ai joué tous les matchs de championnat, 38 journées, plus les matchs de coupe. Ouais. J'ai dû faire 45 matchs dans la saison. Et je suis revenu avec une autre perception déjà de moi-même et une autre perception du club vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que j'étais plus considéré comme le petit jeune, mais comme quelqu'un qui était convoité par d'autres clubs, un bon défenseur. Et du coup, j'avais plus confiance en moi. Malheureusement, le Metz était tombé en Ligue 2. Ça a été aussi une opportunité pour moi de jouer. Jean Fernandez est arrivé, j'ai fait une bonne prépa. Il m'a mis titulaire et j'ai quasiment tout joué pendant 3 ans sous l'ère Jean Fernandez, avec la montée de Ligue 2 en Ligue 1, et puis les 2 maintiens en Ligue 1. Et du coup... Mais avec Martigues, vous avez fait combienième? L'année-là, on était descendu en Ligue 2, de Ligue 2 en National. Ah oui. On avait une bonne équipe. Après, bon, c'était... Mais du coup, qu'est-ce qui parce que il y avait beaucoup d'instabilité. On a échangé de président en décembre. On a beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de joueurs qui sont venus. Voilà, c'est un peu des clubs du Sud où il y avait beaucoup de mouvements. Voilà. Après c'est comme ça. Mais à titre individuel, c'était une année qui a été très bonne, même pour Rod Fanny, Tak Alfred, on est tous partis, tout le monde a trouvé des clubs, des bons clubs, parce qu'on était une équipe très jeune défensivement, avec plus d'expérience offensivement. Enfin, mais après, pour revenir à Metz, ça m'a beaucoup aidé. Et coach Fernandez m'a fait confiance. Et du coup, ça a lancé un petit peu ma carrière à Metz. Ok. Ensuite, tu fais le choix de partir après ta période à Metz à Manisaspor en Turquie. Comment s'est faite cette décision et comment tu as vécu cette première expérience à l'étranger? Alors, c'était pas dans mes plans parce que je jouais à Metz, j'étais bien à Metz dans mon club formateur. Comme souvent, c'est le fait des agents, des convoitises. Voilà, on m'a envoyé une proposition de contrat, une proposition de transfert. J'ai pas mal d'agents qui m'ont appelé. Et voilà, comme tout à chacun, ça m'a fait réfléchir déjà à la proposition. Après, je vais pas vous mentir que c'est pareil pour toi, c'est pareil pour n'importe qui. Quand on te propose 3-4 fois ton salaire, pour le même métier, en découvrant une autre culture, un autre championnat. C'était en première division turque? Oui, en Turkcell Super League, oui. Là-bas, il y avait un bon projet. Tu jouais les places européennes, ouais, quand j'ai été, on était premier à la trêve en décembre. On avait l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale turque, Ersun Yanal, qui me voulait absolument, qui avait fait l'Euro 2004 avec la Turquie en tant que sélectionneur. Donc qui est une référence en Turquie. J'ai été là-bas, ils m'ont montré le club, le contrat, les conditions, et j'ai décidé d'y aller. Il me restait 2 ans de contrat avec Metz, donc il fallait que les 2 clubs se mettent d'accord. Au début, Metz n'était pas d'accord, et puis au final, ça s'est fait. Moi, c'était une opportunité de
de voyager et puis de découvrir autre chose. Après, c'est vrai, je vais pas te mentir, j'avais pas pensé à la Turquie à ce moment-là. Moi, je rêvais d'Italie, d'Angleterre. J'avais des clubs anglais qui me suivaient. Avec qui comme club? Je me souviens un match à Rennes, il y avait Sam Allardyce qui était venu. Et du coup, il entraînait quelle équipe? Il entraînait, je sais pas si c'est West Ham ou un club anglais. Donc, bon, au final, ça s'est pas fait parce que justement, soit j'allais sûr à 100% en Turquie, qui me voulaient, soit il fallait attendre. Et les Turcs étaient, je me rappelle, sur François Modesto, je sais pas si ça te parle à l'époque. Si, il a joué à Bastia. Ouais, et mon club était sur lui. Bon, lui avait aussi attendu, donc moi j'étais allé, voilà. Mais j'y avais pas pensé, c'était pas un projet de carrière. Mais au final, je regrette pas. C'était dur au début, l'acclimatation, etc., le changement de culture. Mais après, ça a été super enrichissant personnellement, quoi, de découvrir autre chose. Et puis j'ai adoré le pays, j'ai adoré la culture, j'ai adoré la bienveillance des gens. Et j'ai plein de potes qui sont encore là-bas, à Istanbul. Quel joueur t'a marqué là-bas? Enfin, ou t'ont marqué là-bas? Alors pas mal, il y avait Burak qui était à Lille il y a pas longtemps Burak encore. Yılmaz. Burak Yılmaz, ouais, qui était chez nous. Il était venu de Beşiktaş. Après, il y avait Selçuk İnan qui était capitaine de la sélection turque, capitaine de Galatasaray. On avait des internationaux tchèques. On avait une bonne équipe. Philippe Olosko qui était parti aussi à Beşiktaş, qui a fait la Coupe du Monde en 2010 avec la Slovaquie. Voilà. Après, on avait des bons joueurs, des bonnes conditions. D'accord. Et vous aviez fini combienième là? T'as joué combien de saisons là-bas? 3 saisons. On a fait. Alors, la Turquie aussi, c'est spécial parce qu'il y a beaucoup de mouvements. La première, on est premier ex-aequo avec Galatasaray. Il y avait Rigobert Song, il y avait Mondragon à Galatasaray. Ah oui. On est premier ex-aequo et puis on part pour les vacances de Noël. Je reviens, il y a plus le même coach. Il y a 10 ou 13 joueurs qui sont partis, 13 qui sont venus. C'est un peu... ouais, et on découvre ça à la reprise, c'est un petit peu bizarre. Donc on a fini, je crois, 7, 8, 9e la première année. La deuxième année, on a dû finir 10e. Voilà. Donc après, c'est une expérience. Ok. Ouais. Ensuite, tu reviens à Metz. Et est-ce que c'était quelque chose, que tu avais en tête depuis ton départ ou une opportunité qui s'est présentée? Pourquoi tu es revenu à Metz? Alors, je suis revenu à Metz parce que je voulais pas prolonger en Turquie pour raisons personnelles. Je voulais rentrer en France, j'avais Nice et Montpellier, et j'avais le président Bernard Serin qui m'appelait à partir du mois de mars pour un retour. L'équipe était en Ligue 2, l'équipe était bien placée, 2e je crois, avec 5 ou 6 points d'avance, et j'avais donné ma parole au président, et du coup, Metz n'est pas monté. Ils sont un peu écroulés en toute fin de saison. C'était laquelle année? C'était avec Boulogne ou avec Arles? C'est 2009. C'est avec Boulogne, je crois. Okay. Ouais. Où ils montent pas, ils font deux nuls, une défaite les 3 derniers matchs, un truc comme ça. Et moi, j'avais donné ma parole, donc je suis venu et puis j'ai signé à Metz. Et puis on était en Ligue 2. Et là, en Ligue 2, on fait une bonne saison. On finit au final 4e et c'est l'année où Viltord vient et Papis Cissé s'en va en janvier. Et c'est aussi parfum un petit peu d'inachevé, parce que on était bien, on avait Papis qui était capable du meilleur comme du pire, mais il pouvait marquer des buts improbables, mais c'était notre buteur devant. Et il part à Newcastle, je crois. Et on n'est pas monté parce que avant que Sylvain arrive, Viltord, et en 3-4 matchs, on joue quasiment sans attaquant, en tout cas en perdant notre meilleur attaquant. Ce qui fait que on fait sur cette période peut-être 2 nuls, une victoire, une défaite, ce qui fait qu'on est 4e et puis après je me rappelle la saison-là, il y avait Jérémy Pied aussi qui était là. Jérémy Pied, et le premier match de Viltord, moi j'étais au stade et là il a mis un doublé. Le 4 décembre et à la 11e minute, Sylvain Viltord au 2e poteau qui signe son retour. Regardez bien. Encore Sylvain Viltord, parfaitement démarqué à la 54e minute. Le plat du pied de Viltord. Et après, il avait remis un autre but. Là-bas, ouais.
Mais c'était les seuls buts qu'il avait marqués, je crois. Après, Oui, avec Metz. oui. Après, mais bon, je suis Mais c'était persuadé un que... départ tonitruant et après, malheureusement, ça s'est essoufflé et on n'est pas monté. Oui, voilà. Ça Bah, fait quoi de jouer avec un champion d'Europe? avec Nino, avec Sylvain, Ouais. super, top gars, top joueur évidemment, que tout le monde connaît, avec beaucoup d'expérience. Et non, c'était super. Après, un mec super C'était quelqu'un qui sympa. parlait beaucoup dans le vestiaire ou il était Oui, il parlait, ouais. Ouais. Oui, il C'était un parlait. des meneurs. Un peu plus. Ouais, un des meneurs. Oui, forcément, quand tu arrives dans un club de Ligue 2, enfin une équipe qui est en Ligue 2 et que tu as été champion d'Europe, tu as joué à Arsenal, que tu as beaucoup d'expérience, ben tu arrives pour partager cette expérience. Donc oui, après il prenait sa part dans le vestiaire, évidemment. Ouais. Ok. Vous n'avez pas réussi à remonter. Comment tu as vécu cette période, à la fois collectivement et personnellement? Ça n'a pas été justement un peu une tristesse de ne pas avoir réussi à nous faire remonter? Euh, Même si, bien sûr, c'est pas à cause de toi, c'est à cause forcément de la saison en général. Ouais. Mais Si, voilà. forcément, c'est un acte manqué parce que l'objectif, c'est de monter. Quand tu es Metz en Ligue 2, ben, l'objectif est forcément de monter, la pression est là. Après, le regret que j'ai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Papy soit parti, qu'on avait toutes les cartes en main pour monter. Malheureusement, pour des faits qui n'ont pas un lien avec le terrain, ben on monte pas. Je dis pas qu'on serait monté avec Papis, mais Mm. il y avait plus de chances. Et le discours du prési, pour que je revienne, c'était de monter la première année, d'essayer de monter la première année. Mais si on montait pas la première année, c'était de construire une équipe, un projet pour se renforcer et monter la deuxième année. On n'est pas monté la première année et ça a été le renversement de la table durant l'intersaison où personne n'a été prolongé. Il y avait Mathéus Vivian, Cardi, Rocky, des joueurs d'expérience qui pouvaient apporter énormément et qui n'ont pas été reconduits. Donc en gros, c'était Borby, t'es capitaine, on repart avec les jeunes. Et à l'époque, c'était une très bonne génération. Hein. Il y avait Busman, Nbakoto, il y avait Metanir, Bounassar. Très bonne génération, mais très jeune. Donc j'avais dit au président, oui, mais la Ligue 2, il faut de l'expérience, c'est dur, la jeunesse c'est très bien, mais il faut les encadrer. Et seul, je peux pas encadrer non plus. Il faut construire une équipe. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai eu Bakou qui s'est présenté et j'avais pas pensé non plus, et encore moins que la Turquie. Mais pareil, c'est concours un petit peu d'agents qui m'appellent. À l'époque, on avait un joueur qui avait joué en Bundesliga, qui était international marocain. Et qui m'avait dit, écoute, mon agent qui est allemand a un club pour toi. Et moi, j'ai dit spontanément, non, moi, ça m'intéresse pas. Bakou, je sais même pas où c'est, qu'est-ce que je vais faire là-bas. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu une proposition de contrat, j'ai eu un club qui voulait vraiment que je vienne. Donc on en a discuté avec le président et puis je suis parti. Dans la balance aussi, je voyais qu'il n'y avait pas réellement de projet de bâtir une équipe pour remonter. Et je suis parti à Bakou et c'est l'année-là où l'équipe descend en national. Alors c'est malheureux, évidemment, mais ça prouve aussi que je me suis pas trompé à ce moment-là parce que je considérais que l'équipe, durant le début de la préparation, ne correspondait pas au calibre d'une équipe qui a des prétentions en Ligue 2. Ok. Bah, du coup, tu as anticipé ma prochaine question. Je te Ouais. parlais de Bakou. Donc, Comme sur le terrain, j'anticipe. oui, bah, c'est important pour un défenseur. Au moment après d'arrêter ta carrière, quelles étaient tes envies à ce moment-là? Est-ce que tu savais déjà sur quoi tu allais t'orienter? Au moment d'arrêter, Ouais, quand tu as Alors- arrêté après Bakou, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu savais déjà, tu avais déjà anticipé un petit peu? pas vraiment, parce que l'arrêt de ma carrière, si tu veux, moi j'avais toujours tablé sur 35 ans à peu près. J'ai arrêté, j'avais 32 ans, donc c'est 3 ans avant les 35 ans. Je me disais, en tant que défenseur, 35 ans et plus, c'est du bonus. Et malheureusement, tu décides pas toujours, parce que, en l'occurrence pour moi, c'était une blessure qui était trop... C'était quoi comme blessure?
C'était une fracture de l'os sésamoïde avec nécrose, donc opération, perforation de la capsule articulaire. Je rentre pas dans les détails, mais si tu veux, c'est comme si tu es en voiture et tu vas à Marseille avec un pneu crevé. Donc à un moment donné, tu as des étincelles, c'est la jante. Et moi, c'était le pied. Pour un footballeur, le pied, évidemment, c'est très très compliqué. Tout le poids du corps passe par là. Moi, j'ai des appuis quand même qui sont forts parce qu'en tant que défenseur, pour monter à la tête, c'est mon pied d'appui. Enfin bref, c'était pas gérable au niveau de la douleur. Donc, arrêt de la carrière prématurément. Donc après, il faut se réinventer, il faut trouver d'autres centres d'intérêt. Alors moi, la chance que j'ai, c'est que mon frangin, qui avait arrêté sa carrière avant, puisqu'il a joué en Ligue 2, à Sedan, à Nîmes, à Beauvais, à Alès, lui était parti déjà dans l'immobilier, était revenu à Autange. Donc on s'est associés tous les deux, et puis on a fait des rénovations d'immeubles, on a monté une agence immobilière qui existe toujours, Borbiconi Immobilier à Autange. On peut la retrouver sur les réseaux sociaux? Oui. Sur quels SC réseaux Borbiconi Immobilier, Facebook, Insta, voilà. C'est mon frère qui gère ça, et du coup ça m'a plu. Voilà, je pense que je suis un bâtisseur un peu dans l'âme. J'aime bien construire, j'aime bien rénover, j'aime bien le concret. Je viens d'une famille italienne, issue de l'immigration, qui a bossé dans les mines, dans la sidérurgie, et du coup, j'aime bien la pierre, le concret. Donc ça m'a plu, et puis voilà. Après, en parallèle, j'avais un petit peu le boulot de consultant pour Direct FM dans un premier temps, Mirabel TV et Moselle TV maintenant, pour suivre l'actualité de Metz. Parce que le foot, ça reste ma passion, évidemment. Donc, j'aime bien garder un pied là-dedans. Ok. Aujourd'hui, tu continues aussi à jouer un petit peu avec les vétérans du FC Metz, qui a un beau maillot qui est ici. Qu'est-ce que ça représente pour toi de garder ce lien avec le terrain et avec le club? Pour moi, c'est très important parce que ça représente, le FC Metz représente une grande partie de ma vie, évidemment. Je suis de la région, donc je croise tous les jours des gens qui me parlent du FC Metz. Je suis quelque part un ambassadeur malgré moi, au même titre que les autres anciens du club. Donc j'ai ce lien qui, je pense, ne s'éteindra jamais avec le club. Et à l'époque, il n'y avait pas d'équipe vétéran au FC Metz engagée en championnat et en coupe. Il y a les anciens qui jouaient pour des associations, et ça existe toujours, mais pas d'équipe vétéran. Et je jouais à l'époque à Thionville avec mon frangin, avec des potes. Et puis j'avais ramené Sylvain Marchal, Greg Proman, Franck Signorino, il y avait Cyril Pouget. Et puis on s'est dit pourquoi pas jouer à Metz. Et au départ, c'était pas forcément au FC, mais comme on habitait tous à Metz, jouer là où on habite. Et puis l'idée a fait son chemin, et puis je me suis dit pourquoi pas créer une équipe vétéran. Donc on a été voir Hélène Schrub, et qui a tout de suite approuvé le projet, en accord évidemment avec le président. Et pour nous, Sylvain, Greg, tous les anciens, Julien, François, ça nous a plu et ça nous plaît encore parce que on garde le lien avec les supporters. On a énormément de messages de bienveillance des supporters qui nous suivent. C'est bien aussi pour nous à titre individuel parce qu'on a plaisir à se retrouver, on a une bonne bande de potes, on s'entend tous très bien ensemble, on va faire des restos après les matchs, et puis on a plaisir évidemment à jouer encore ensemble et sur le terrain, à se dépenser, et puis tant qu'on peut revêtir la tunique gredin, on le fait évidemment avec beaucoup de plaisir. Et si tu devais choisir un coéquipier avec qui tu es le plus proche dans toute ta carrière, ce serait qui? Coéquipier, il y a Sylvain Marchal, il y a Julien François avec qui j'étais entraîneur adjoint à Thionville, évidemment, que je connais depuis le centre de formation. On était à la fac ensemble avec Jus, on a fait, je suis parrain de son fils, témoin de son mariage, et du coup, on a un lien particulier d'amitié avec Sylvain également.
Franck Signorino, Greg Proman, parce qu'il tirait les coups francs, les corners, et moi je mettais les têtes, donc tout le monde nous en parle. Et voilà, moi je m'entends bien globalement avec tout le monde, donc voilà, c'est toujours un plaisir évidemment de se retrouver le dimanche matin. Ok. Ensuite, justement, on va rebondir sur Thionville. Donc, le maillot, là, j'ai vu, c'est Baradji derrière. C'est Baradji, ouais, meilleur buteur l'année dernière avec Amin Groen. Amin Groen aussi qui est parti à Sarrebruck, c'est ça? À Sarrebruck, ouais. Ok. Deux très bons joueurs. Lui, il est parti aussi, oui, il a Niederkorn. À Niederkorn, ouais. Oui, deux très bons joueurs et de très, très belles personnes. Et du coup, l'aventure là aussi s'est faite un petit peu, je dirais pas par hasard, mais... ouais, comment ça s'est fait? Explique-nous un peu avec Julien. J'étais à la pêche. Et Jus m'appelle, il était à ce moment-là à Amnéville. Et le président François Ventrici partait vers Thionville avec le projet qu'on connaît. Et du coup, Jus me demandait un petit peu si... pas des conseils, parce qu'il sait ce qu'il a à faire, hein, mais... si c'est bien le projet, il savait que moi j'étais au collège Charlemagne, que j'avais joué au FC Thionville, que je connais un petit peu la ville. Donc moi je lui ai dit écoute Jules, vas-y, parce que pour moi Thionville c'était un petit peu la belle endormie, un gros potentiel déjà au niveau de l'agglomération, c'est un sillon économique qui est dynamique, proche du Luxembourg, et il y a tout pour bien faire. Et le club était un petit peu végété un petit peu je crois en R1 ou R2. R2, je crois, ouais. Vous avez R2. enchaîné les montées après R1, Exactement. N3, N2, et là. Mais là, je parle du FC Thionville avant la fusion. Et ça s'appelait comment? C'était le FC Thionville. Mais il y avait les Portugais de Thionville. Et ça s'est Donc l'USTL, c'est le fruit de la fusion entre les Portugais de Thionville et le FC Thionville. C'est devenu l'USTL. Et je disais à Jules, vas-y, si tu es prêt à accepter de repartir en R2, le projet peut t'amener loin. Donc il a signé à Thionville, et puis 2 jours après, il m'a dit, écoute, je voudrais que tu m'accompagnes. Donc je lui ai dit, mais laisse-moi tranquille, parce que j'ai un brochet au bout de l'allée. Donc j'ai sorti le brochet, puis je lui ai dit, écoute, Banco, je viens avec toi, et puis et parce que j'ai entièrement confiance en Jus, parce que c'est un entraîneur qui est vraiment et en toute objectivité extraordinaire. On parlait tout à l'heure des entraîneurs que j'ai eu la chance d'avoir et en pro, et Jus n'a rien à envier à tous ces entraîneurs, parce que c'est un bourreau de travail, c'est quelqu'un qui donne 100% au football, qui mange football, se lève football, et c'est sa passion, son métier, et il est très compétent. En plus, il a une science du football, avec tout ce que ça implique au niveau collectif, tactique, physique, préparation mentale, etc. Et du coup, j'ai emboîté un petit peu sa roue. Et on a eu la chance de monter de R2 en R1, puis en N3, puis en N2, avec des parcours en coupe qui étaient assez exceptionnels, avec Nouméa, avec la Guyane, avec Marseille, évidemment. Ouais, moi, j'étais au match face à Annecy quand vous êtes qualifié avant Marseille. Oui, là aussi, c'était des émotions vraiment exceptionnelles. Et j'ai vécu des belles émotions en tant que footballeur. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, même si c'est un entraîneur adjoint, c'est particulier, parce que je sais pas comment dire, quand t'es pro, t'as une dimension individuelle, et tu joues Marseille, je vais pas dire que c'est la routine, mais tu vas à Marseille, tu vas à Lens, le lendemain la semaine suivante t'es à Bordeaux. De manière implicite, on s'habitue un petit peu. On s'habitue, même si c'est exceptionnel, mais alors que là, il y avait des gamins, c'est un rêve éveillé. On a amené toute Thionville à Saint-Symphorien, et même moi, je me rappelle sur le parvis du stade Saint-Symphorien, je vois une marée bleue, mais j'étais vraiment ému, plus qu'en pro, où on sait qu'on joue, je sais pas, Monaco ou Montpellier. Voilà, il y a du monde, on le sait, on s'est préparé la semaine. Là, c'était vraiment exceptionnel, voir les joueurs tellement contents de vivre ce moment. En plus, ils ont été au rendez-vous. Oui, en plus, vous le perdez 1-0 seulement, 1-0, avec un on but fait d'Aubameyang. d'Aubameyang, ouais. Franchement, vous avez fait un bon match. Je me rappelle un peu de tous les joueurs qui avaient joué. Il y avait Vincent Collet, il y avait
Il y avait qui? Il y avait Baradji, Poinsignon, Poinsignon. Baradji, oui, Ah, après il y avait Thibaut Jacquel, il y avait Il y avait Theo Juncker aussi dans les buts. Theo Juncker, ouais, oui, il y avait Samir Bouzard, il y avait Bourichi aussi. Bourichi, ouais, Hamid Groun, ouais, Silla au milieu avec Bourgeois. Ouais, Silla Et- d'ailleurs, c'est lui qui avait et- mis un but face à Annecy, non? Une Oui, sacrée il avait frappe. marqué un but, ouais. Ouais. Ouais, pied droit, frappe je m'en lucarne. rappelle. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Cette justesse, Ibrahima Silla l'a caressé après le très bon service d'Amin Groun. Thionville égalise de la plus belle des manières en seconde période. Donc une belle aventure et beaucoup d'émotions. Et si tu avais une anecdote après sur tout ce que tu as vécu avec Thionville, est-ce que tu peux nous en citer? Avec un joueur ou avec Julien, dis-nous. Avec Jus, j'en ai plein, évidemment, sur le banc. Et puis, parce que bon, c'est un phénomène sur le banc. Il a beaucoup d'énergie, qui transmet d'ailleurs à l'équipe, et je pense que c'est très bien. Moi, j'aime les coachs un peu à la Diego Simeone. Des coachs vraiment, on sent qu'il y a du caractère, et ça se retrouve aussi dans leurs équipes. Mais l'anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment l'arrivée avec le bus à Saint-Symphorien avant Marseille. C'est vraiment l'image, un petit peu plus que l'anecdote, qui m'a marqué, et l'émotion qui m'a traversé à ce moment-là. C'était vraiment très fort. Voilà. Ok. Ensuite, j'avais une surprise pour toi. Ah, une bonne, j'espère. Bah oui. J'ai quelqu'un qui t'a laissé un message, donc je vais te montrer la vidéo. C'est tambour. Je vais te laisser la découvrir. Tiens, je te laisse la découvrir. Ah, Thibaut. Alors, Vas-y, je mets play. Je te laisse la lancer. Ouais, salut Borby, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'avais une question pour toi. En tant que kiné et prépa, quelque chose qui nous marque chez toi quand même, qu'on remarque assez rapidement, c'est tes mollets assez volumineux. Donc je voulais savoir si il y avait une méthode d'entraînement secrète pour travailler ça, ou si tu t'inspirais de grands de ce monde comme Theo Juncker ou Oscar Pistorius. Donc délivre-nous tous tes secrets s'il te plaît. Non, plus sérieusement, je voulais savoir un peu quelle était pour toi l'importance de la relation avec les joueurs que tu as pu entraîner, ce côté assez proche que tu as des joueurs, et notamment l'humour que tu peux avoir aussi au quotidien avec eux. Voilà, bonne journée à toi, à bientôt. Salut Barbie. Cette vidéo. Donc ouais, Alors, Thibaut avait un petit message pour Thibaut, ça. qu'on appelle dans le milieu le grand attaquant, hein, qui marque quand même pas mal de buts quand son dos le laisse un petit peu tranquille, parce qu'il a souvent mal au dos. Alors, pour les mollets, j'habite Autange, donc Autange c'est une cuvette, donc je rentrais à vélo de l'école, donc ça, je pense que ça participe un petit peu au mollet. Ensuite, la relation avec les joueurs, forcément, elle est très forte, parce que, si tu veux, dans l'organisation, Jus a un petit peu le sale boulot du coach, hein, les choix. Il a une distance qui est tout à fait normale avec les joueurs. Il a cette exigence aussi, et moi, forcément, parce que aussi c'est mon caractère et j'aime ça, j'aime l'humain, parce que je suis persuadé que l'humain est au centre de tous les projets. Si tu veux, l'état d'esprit, moi aux joueurs, je leur dis toujours, je peux pardonner beaucoup de choses, une erreur technique, on peut louper un but, on peut louper une passe, même les plus grands joueurs loupent une passe. Par contre, là où je suis plus intransigeant, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, la générosité, l'entraide, le partage. Et pour moi, c'est des valeurs qui sont fondamentales dans la vie, mais aussi sur le terrain. Parce que l'état d'esprit d'un groupe, d'une équipe, la force mentale d'un groupe, la cohésion, pour moi, peut déplacer des montagnes. C'est-à-dire qu'à valeur égale, tu peux emmener un groupe beaucoup plus loin quand il est soudé, quand il a des convictions fortes, communes, qui se respectent. Et pour moi, c'est là-dessus que je mets l'accent. Et je suis beaucoup plus dur quand on manque, par exemple, de générosité ou qu'on n'y est pas dans l'état d'esprit. Et pour moi, ça impacte fortement le rendement de
de toutes les équipes. Et parfois, on voit des équipes, on se dit, individuellement, ils sont pas fous, les joueurs. Lui, j'ai joué avec lui, et pas bon, mais collectivement, ils sont injouables. Parce que, justement, ils ont cette volonté commune de faire des choses ensemble. Et en plus, je considère que quand c'est dans la bonne humeur, le sérieux, évidemment, mais dans la bonne humeur. Donc il faut être relâché, donner le maximum et aller de l'avant, pas s'écouter et puis regarder les autres, avoir toujours des conseils positifs, toujours être positif, parce que c'est comme un miroir, quand tu es positif, on te renvoie du positif, quand tu es négatif, il y a tout qui tourne négatif, donc il faut se rendre les choses positives. Et puis voilà, pas se poser de questions et puis kiffer, parce que le foot, ça reste que du foot, on est sur un terrain, on n'est pas à la mine. Il y a des guerres, il y a des gens qui ont des vies compliquées, et nous, on est sur un terrain. On n'a pas le droit de venir en faisant la gueule. Donc, quand on est sur un terrain, c'est la joie, la bonne humeur, le sérieux, le dépassement de soi, la générosité. Et à partir de là, on peut que progresser. D'accord. Ensuite, on te retrouve aujourd'hui comme chroniqueur dans le Graoli Mag. Ouais. Avant, tu étais à Mirabel TV, Ouais. Direct FM, Graoli Mag. Qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle, dans cette émission, avec notamment avec Aymeric, par exemple, que tu côtoies à chaque émission, ou d'autres ou d'autres chroniqueurs comme Bertrand Antoine, comme Yénine Bakoto. Pas mal de... J'aime beaucoup, ça fait un petit bout de temps que je le fais maintenant. Comme je te disais tout à l'heure, ça me permet de garder un pied dans l'actualité du FCMS en particulier, dans le foot en général. J'aime bien échanger, j'aime bien analyser. C'est pas évident, parce qu'en tant qu'ancien joueur, je veux pas tomber dans le cliché un petit peu du mec qui critique. Ouais, pour genre critiquer. c'était mieux avant. Oui, c'est toujours compliqué. J'essaie d'être le plus objectif possible, de laisser de côté mon côté supporter et amoureux du FCMS, d'analyser le FCMS comme je pourrais analyser Lorient, Angers, d'être le plus factuel possible. Maintenant, j'essaie de dire tout simplement ce que je pense par rapport à mon vécu de joueur professionnel. Je sais que c'est pas facile quand t'es joueur, parce que quand t'as été sportif de haut niveau, t'as l'humilité de penser que c'est pas facile. Des adversaires en face, il faut se préparer. C'est un métier qui est quand même difficile. Et voilà. Après, je peux pas, là où ça ajoute un petit peu à la complication, c'est les résultats de Metz. C'est-à-dire que c'est vrai que ça me fait pas plaisir d'avoir une analyse factuelle qui découle à certaines critiques, parce que je ne peux pas, moi, en étant crédible, dire à chaque fois, on a fait un super recrutement, on a des super joueurs, un super staff, un super coach, des super dirigeants, un super entraîneur, président, mais on perd. Et puis la semaine suivante, revenir, tout va bien, on a fait tout parfaitement, et on perd, et on perd. Et cette année, on a beaucoup perdu. Je crois que sur, 27 matchs, on a dû en perdre 20. 27, on doit être à 10-17 défaites, un truc comme ça. Donc quand tu prends 3 points sur 42, à un moment donné, tu dois dire des choses qui plaisent pas forcément. Mais c'est mon rôle, c'est mon devoir. Après, la façon dont c'est perçu, ça m'est égal. Parce que, je vais te dire une anecdote, je suis au stade, et à l'époque, je commentais les matchs sur Direct FM. Je croise une personne qui me dit Borby, j'aime bien ce que tu dis, mais je trouve que tu es dur avec le club, tu es un ancien joueur, tu es dur avec le club. Je dis peut-être, oui. Bon, après, parfois, je suis cool entre guillemets avec le club parce que je pense que je dois être cool, et de temps en temps je dis des trucs, et je fais 10 mètres et je croise une personne qui me dit exactement l'inverse, qui me dit Borby, ça se voit que tu étais un ancien, tu veux pas critiquer le club, tu veux pas dire certaines choses, tout le monde les voit, et t'es trop gentil et tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, les réseaux, je regarde pas, de toute façon j'ai jamais été très réseau, mais parce que je vais toujours trouver des gens qui vont pas être d'accord. Si je dis blanc, 50% on va pas être d'accord. Si je dis noir, 50% on va pas être d'accord. Donc je dis ce que je pense, avec mes convictions, en étayant au maximum mon propos, en argumentant, en ayant un discours quand même cohérent, en mettant les formes dans le respect.
tout en sachant que c'est compliqué pour le club. Je sais que c'est compliqué pour le président, la dimension financière. Je sais que c'est compliqué pour Frédéric Harpinon. Je sais que c'est compliqué pour Hélène Schrub. Je sais que c'est... OK, mais après, j'essaie de trouver des pistes pour faire évoluer, peut-être sans prétention, mais certaines choses en disant, il est possible, et c'est mon intime conviction, peut-être de faire un petit peu différemment, un petit peu mieux, sans tout révolutionner, en sachant que c'est difficile, comme je l'ai dit, mais en s'inspirant peut-être aussi d'autres clubs qui fonctionnent bien, qui n'ont pas forcément beaucoup plus de moyens que nous. Et chaque émission, tu mets du temps à les préparer ou c'est vraiment, tu fais au feeling à chaque fois? Oui, je mets du temps parce que forcément, il faut regarder les matchs, il faut s'intéresser aux statistiques, le classement, il faut s'intéresser aussi aux autres équipes parce que les jeudis, on prépare la rencontre suivante, donc forcément avec un adversaire. Donc systématiquement, je regarde le match, par exemple, si là on joue Nantes, ils ont joué le dernier match à domicile, ils ont perdu contre Strasbourg, donc j'ai regardé Nantes-Strasbourg pour savoir de quoi je parle. Mais bon, après tout au long de la saison, moi j'adore le foot, j'ai pas à me forcer, que dès qu'il y a un match, je regarde, je m'intéresse, je connais les effectifs, je connais les joueurs, la tactique, les changements de coach, voilà. Donc après ça se fait de manière naturelle. Ok, et pour finir, j'avais une dernière question. Quels sont aujourd'hui tes projets et tes ambitions pour la suite dans le football? Est-ce que tu aimerais bien entraîner une équipe, que ce soit en poste d'entraîneur adjoint ou d'entraîneur principal? Alors entraîner une équipe en tant qu'entraîneur principal, non, parce que j'ai pas la vocation, tout simplement. Je pense que dans la vie, il faut savoir pourquoi on est fait, pourquoi ça peut être plus compliqué. Moi, j'ai pas envie d'être numéro 1, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mes 4 années à Thionville, j'ai adoré, parce qu'il y avait un vrai projet, avec un club qui grandit, qui se structure, qui évolue, qui découvre aussi certaines choses à certains niveaux, avec toutes les problématiques, et ça, j'ai adoré vraiment apporter ma pierre à l'édifice, en plus avec mon pote Julien François. Après, j'ai pas d'ambition spéciale dans le football. J'adore le football, j'adore l'humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas de plan. Si tu veux, je mets pas des choses en place pour passer les diplômes, pour aller... Non, j'ai pas de plan. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Je fais des petits gîtes, je fais des petites rénovations. J'ai le contrôle de mon emploi du temps, et ça n'a pas de prix. Voilà, donc je fais mes projets. Et puis voilà, j'ai une vie qui est bien remplie, avec des amis, avec ma famille. Mais j'aime bien suivre, commenter, analyser le football, et notamment Metz. Écoute, merci Stéphane. Merci à toi Hugo, c'était un plaisir. Ah oui, plaisir partagé. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager, de s'abonner, de mettre des commentaires aussi si vous avez des questions pour Stéphane, il y répondra avec plaisir. Et puis à la prochaine, ciao. Ciao. Il m'a dit petit, va faire un bisou.